On y mange, on y boit, on s'y divertit de jour comme de nuit. Les food courts qui nous viennent des États-Unis et d'Asie se multiplient en France. Celui de Montpellier est l'un des plus grands et des plus animés. 2,5 millions de visiteurs par an qui ont le choix entre 38 stands de cuisine, 50 food trucks et un bar en toit-terrasse où les serveurs, plutôt musclés, tombent la chemise en soirée. Stéphane Sanchez, Michael Guilleux et leurs équipes. Allez DJ! Certains mouillent la chemise au travail, d'autres l'enlèvent. Corona, deux Corona et on est bon? Allez, la vie est belle, on envoie. J'arrive. Alfred est l'un des 5 serveurs du Coyote Bar. Il est chargé de faire l'animation et accessoirement servir les clients. Allez, fais péter ça. Allez, Cathy, elle va être contente. Allez! Pour épater la galerie, il est prêt à braver tous les dangers. Mais c'est pas dangereux là ton affaire avec le feu là? Si, hein. Mais on va dire, j'ai déjà des belles cloques là. On boit un coup ou quoi? Je sais pas si on les verra, mais j'ai des belles cloques, ouais. Ah, j'ai une vidéo moi. Il y a la vidéo. Après, c'est clairement fait exprès, quoi. Ah, il est fou, mon collègue, il est fou. Ah, j'ai tout Le là-dessus. but en gros c'est de mettre l'ambiance quoi. Ah ouais, Ça, c'est voilà. clairement ça. À tout prix pour que les gens partent avec le sourire. Ils partent avec le sourire et ils reviennent avec le sourire. Surtout ça. J'ai éclaté toute la soirée. Les serveurs super sympas, très beaux. Sur ce rooftop, 5 bars-restaurants, avec chacun son atmosphère, du plus festif au plus cosy. On avait réservé là-haut, donc on a passé une bonne partie de la soirée là-haut. Et puis à un moment donné, on a eu envie d'un moment un peu plus calme et on est redescendu. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, c'est ça. Nous sommes dans un food court, un lieu d'un nouveau genre pour s'amuser, boire et manger de nuit comme de jour. Importé d'Asie et des États-Unis, le concept a envahi la France. 70 food courts ont été créés en 10 ans. Celui de Montpellier, les Halles du Lez, est l'un des plus fréquentés. Ouais, petite tartelette. 2,5 millions de visiteurs. Loin du centre-ville, mais avec un parking de 1400 places. Ici, pas de grandes enseignes, que des petits patrons présents sur place. En tout cas, si besoin, n'hésitez pas. Friperie, brocante, barbier. Mais surtout, beaucoup de restaurants. 50 food trucks, La crabe morue. 38 stands de cuisine différentes. Dis bonne soirée. L'embarras du choix. C'est précisément ce que viennent chercher Audrey, Fred et les 2 filles. On va essayer de goûter un peu de tout. Je sais qu'il y a du réunionnais, il y a plusieurs stands super sympathiques. Donc on va essayer de flâner et de goûter un petit peu à tout. Ils habitent Narbonne, à 1 heure des Halles, et viennent ici pour la 2e fois. Les pizzas, les bons burgers de bœuf. Chaque stand propose un style de cuisine différent. Là, alsacien. Et les frites, elle m'a l'air trop bonne. C'était quoi déjà? Les pitas? Le pitas, c'est quoi? Ouais, je pense que c'est grec. Il va falloir que je trouve mon bonheur, mais j'ai pas de doute. Parce que voilà, quand on passe, on sent les odeurs, on a envie de tout grignoter. Donc, Regardez comme ça donne envie. Je crois que c'est un petit bout de pain. Et dedans, là, il y a du saumon avec une sauce au-dessus. des bao, c'est ça que ça s'appelle? Ouais. On repère, on fait un petit tour. Et comme ça, après, on pourra aller piocher chacun ce qu'il veut par rapport au goût, aux envies. C'est ça qui est bien. Des tables sont à la disposition des clients un peu partout. Le frère d'Audrey, avec qui la famille a prévu de déjeuner, est un habitué des lieux. Déjà, la première tactique, c'est de trouver la table qui vous plaît. Ben voilà, parce que dans l'allée centrale, c'est très agréable, mais il y a beaucoup de passages. Là, c'est plus tranquille, on va dire. Plus tranquille. Gardez la table. Eh oui, mais restez là. C'est l'heure du choix. Audrey et Fred craquent au comptoir des îles pour des akras, des samoussas et des boissons exotiques. Alors en boisson détox, j'ai mangue passion et goyave. Allez, je veux bien. Super. Ça nous rappelle le voyage à La Réunion qu'on a fait, donc on a plaisir à goûter les saveurs, à regoûter les saveurs. Pour le dessert,
Retour en métropole, au stand pâtisserie. On va prendre des petites milliardises. Par 5, par 10. Et bien, du coup, comme on est 8, par 10. Par 10, ça nous fera 32,30 si vous voulez. Pour les plats chauds, pas de serveur. Voilà pour vous. Attention, ça c'est du piment, c'est très fort. Au client d'aller chercher sa commande. Au menu, un méli-mélo culinaire. Les spécialités de la Réunion côtoient la burrata italienne. Les churros espagnols se mélangent au sushi japonais. Chacun goûte le plat du voisin. Avec plus ou moins de réussite. Dans une joyeuse anarchie. On peut commencer par les desserts, ensuite attaquer l'apéro. C'est vraiment voilà. Donc là, elle est partie chercher une entrée et non vraiment, c'est ça. On fait ça dans le désordre. On mange en fonction aussi de ce qu'on voit passer et de ce qu'on aperçoit sur les tables de nos voisins. Des fois, il y a des plats qui donnent envie. Ça ne s'arrête jamais. Et un sandwich turc pour Audrey et Fred, même après le dessert. Au royaume de la tentation, l'addition grimpe vite. Et plus 26 avec les sushis. Au total aujourd'hui, pour 4 adultes et 4 enfants, c'est ça, 190 €, c'est pas excessif. On a 24 € par personne. Boisson comprise. Vraiment, boisson et dessert. Pour que les clients restent et continuent à consommer, il y a le terrain de pétanque et son bar à pastis. À votre avis, dans cette jungle de restaurants, quel est celui qui marche le mieux? C'est le stand d'un des plats préférés des Français, la star de la street food, le burger. Comptez en moyenne 14 € pour le sandwich, sans les frites. 3 fois plus que chez McDo, mais avec une promesse, du bon et du local. Steak frais, d'Aubrac, de région, tout fait maison, produits français. La chose la plus loin qu'on ramène, c'est les pommes de terre, elles viennent de Bretagne, on ne peut pas faire autrement. Vianney Dussolier fait partie des tout premiers à s'être installé dans les Halles. Après avoir dirigé un restaurant à Marrakech, il voulait ouvrir sa propre affaire. Une cuisine simple, mais bien faite et surtout éco-responsable. Normalement, c'est très calme ici. Là, c'est un peu déchaîné. Vianney ne fait pas les choses à moitié. Depuis 1 an, il s'improvise agriculteur. Moi, fille, Il a lancé sa mini-ferme sur ce terrain d'1 hectare. Sa routine du matin, c'est pas pour vous, ça. Nourrir ses animaux. Allez, va. Grâce aux déchets de son restaurant. Allez, allez. Son âne, ses chèvres. Alors, les filles. Eh oui, bien dormi. Et surtout, ses poules. Voilà. Bon appétit. Alors, elle nous apporte les œufs pour le restaurant de burgers, parce que tout est fait maison et donc nos œufs, en fait, servent pour les burgers. Si je dois calculer le temps que je prends à venir les nourrir, à les entretenir, à nettoyer le poulailler, etc., c'est sûr que ça serait certainement moins coûteux de les acheter directement. Mais je ne serais pas certain de la qualité... Enfin, je ne critique pas la qualité des produits des œufs, mais je sais que moi, mes œufs sont... Les poules sont bien nourries, donc mes œufs sont bons. Bon, les filles, qu'est-ce que vous avez fait cette nuit? Alors ça, c'est la surprise chaque matin, on ne sait jamais... Ah, ça fait plaisir, ça. Vous avez bien bossé, les filles, c'est bien, ça fait plaisir, ça. En moyenne, il collecte 300 œufs par semaine. Magnifique. Il a aussi planté son propre potager, entièrement bio. Aubergines, tomates, oignons et salades. Ça, là-bas, c'est pour le burger, le Frenchie. Et franchement, vous avez assez de salade pour tous les burgers que vous faites. Pour les burgers, oui, parce que c'est pas un accompagnement, c'est vraiment une feuille de salade dans le burger. Donc au final, une feuille... Et on va dire qu'il y a une trentaine de feuilles, donc déjà avec une salade, on fait 30 burgers. Mais ce week-end, les œufs et la salade récoltés risquent de ne pas suffire. Vianney inaugure un 2e stand, juste à côté de celui des burgers, avec des tartes comme spécialité. C'est magnifique. Il l'a baptisé du nom de sa grand-mère. Pour l'aider à se lancer, elle lui avait donné 10 000 € épargnés sur sa petite retraite. Elle est décédée il y a 2 ans. Ça, on va au bout de la boucle, c'est les assiettes de Mamie Solange que j'ai été récupérer quand elle nous a quittés. Puis même moi, ça me fait plaisir, ça me rappelle des souvenirs, c'est bête à dire, mais ça me rappelle les moments où je mangeais dans ces assiettes avec elle au final. Et je me dis que par toutes ces symboliques-là, au final, où qu'elle soit, elle le voit, donc c'est sympa. Ému et un peu stressé. Tac, tac. Vianney doit bientôt ouvrir son stand et toutes les tartes ne sont pas prêtes.
Et là, je fais revenir du bacon pour mettre sur le fond de tarte de la quiche Lorraine. Ça, c'est la recette de Mamie Solange. Officiellement, Sébastien a été désigné gérant. Mais pour l'instant, faute de salariés supplémentaires, il est surtout au fourneau. Licencié en sciences éco, formation de cuisinier, 0. Et les cuissons, elles sont pas comme sur la formule test. Et que je crois que Seb est très fatigué aussi, et donc du coup, il perd patience. Le but, c'est de montrer que c'est bon et fait maison. Donc. Elle a l'air d'avoir dégagé beaucoup d'eau. Ah mais ça, c'est normal avec les épinards. T'imagines si t'avais fait la chocolat noisette que tu voulais faire à minuit hier soir, quand je t'ai dit à vouloir être partout, on est nulle part. Elle aurait été mieux que... Elle aurait été mieux, mais ça aurait été pire pour le reste. Je pense que de midi à 13h, on offre tout pour avoir le retour. Ce sera le meilleur moyen de juger si c'est bon ou non. Et après on adaptera les recettes. D'ailleurs, il y a le four qui m'attend, faut pas que ça crame non plus, c'est très dommage. Vianney a besoin d'au moins 40 clients par jour avec un ticket moyen de 11 € pour que son stand soit rentable. La poulet curcuma? Allez. T'as ta première tarte à couper, Seb. Merci pour la confiance, n'hésitez pas à nous faire un retour, c'est la première journée d'ouverture. Régalez-vous bien, à tout à l'heure. Première cliente, Jade, vendeuse dans l'hypermarché voisin. Fidèle des Halles, elle a été attirée par la nouveauté et les réseaux sociaux. C'est trop bon. C'est vrai? C'est trop bon. J'ai vu leur pub pour Mamie Solange. Le matin ou le midi, quand on sait pas quoi manger, on voit une petite story qui passe et là, c'est ça. Ça vous a plu? C'était bon? Excellent. Ah, merci beaucoup. Magnifique. Avec grand plaisir. Merci encore. Ça sera payant la prochaine fois. Merci beaucoup. Ça marche. Et la quiche, ouais, ça marche. On se détend là, non? Non. Vous avez les couverts juste là? Pourtant, ces tartes ont du succès. Vianney a prévu de muscler son équipe et d'embaucher au plus vite 3 salariés. Le food court accueille entre 16 et 20 000 visiteurs chaque week-end. Mais il y a 10 ans, ce terrain désaffecté en périphérie de Montpellier n'intéressait personne. À part un visionnaire, Alexandre Tessier, ancien restaurateur, qui rêvait d'y créer l'un des premiers food courts de France. On vient de très loin puisque c'était un espace tagué au fond d'une impasse, sans intérêt. Il s'agissait d'une friche industrielle, un ancien bâtiment agricole. Alexandre convainc investisseurs et banquiers de lui confier 14 millions d'euros pour acheter les 3 hectares et tout reconstruire. Lui a découvert le concept du food court lors de ses voyages à l'étranger. J'ai fait quasiment 120 destinations dans le monde et l'idée c'était de voir des tiers-lieux, des restaurants, des lieux de vie totalement différents. Par exemple là on a un espace de l'X Factory à Lisbonne qui est pour moi le tiers-lieu qui m'a le plus inspiré pour le marché du lait. À Bali, resto, tatou, c'est un concept store moto, planche. À Amsterdam, pour moi l'un des food courts les plus sympas au monde. Je fais le vrai consommateur de base et j'essaie de me mettre à la place des gens en me disant est-ce que ce type de lieu pourrait convenir à Montpellier? 8 ans après l'ouverture, Alexandre Tessier continue tous les vendredis à faire sa petite inspection. Vu le temps aujourd'hui, on a enfin du beau temps. Quoi. Avec son frère et associé, l'estomac bien accroché, Une part de paille là. ils font le tour des stands pour goûter un maximum de produits. Petits légumes de saison. Allez, ça sera 2 mers supplément chorizo à suivre, s'il te plaît. Je te remercie. Et un cheese naan. On va te prendre quelques crevettes, vous les faites par combien? 4 ou 6? Oui, s'il te plaît. 6. Il y a un règlement intérieur, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi quand ils sont dans l'enceinte. Et là, ça va contrôler que ce soit la fraîcheur des produits, les circuits courses avec la provenance. Ça peut être la lisibilité des enseignes, les affichages des prix. Il faut qu'ils aient des premiers prix avec des produits très abordables, des produits un petit peu plus qualitatifs et élitistes. Il faut qu'il y en ait vraiment pour tout le monde. En cas de non-respect du règlement, Alexandre peut réclamer des pénalités financières et même rompre le bail des restaurateurs. Voilà. Du coup, vous êtes toujours 6 sur 7 ou vous ouvrez le lundi maintenant? En gros, on ouvre les lundis midi pour le moment et que juillet-août, sûrement le lundi soir aussi. Chaque restaurateur paye un loyer abordable, entre 1 200 et 2 400 € en fonction des stands. Et les candidats ne manquent pas.
Dans les bureaux du food court, examen de passage pour deux amis, Ricardo et Maude. Forme. Et tu penses qu'on met des cochinias plutôt l'ail orange de grand panier? Non, c'est bien comme ça. Seuls 2 à 3 stands se libèrent chaque année. Leur dossier a été présélectionné parmi une trentaine de candidatures. Bonjour, enchanté, Alexandre. Enchanté, monsieur. Donc moi, je suis architecte de métier, de formation. Amoureuse de la culture brésilienne. Toute ma vie, dès que j'ai 20 ans, j'ai travaillé dans des bars, restaurations, des restaurants, des boîtes de nuit, de tout. Le produit qui tourne le mieux? Ça va être les cochinias. Soit vous les faites au poulet, soit vous les faites aux légumes. C'est quelque chose qui se partage facilement, qui se mange facilement. Okay. Et moi, ce que je vois, c'est que c'est très varié, donc ça c'est chouette. Règle d'or du food court, aucun stand ne doit proposer les mêmes spécialités que ses concurrents. Donc là, vous avez des pastéis. Voilà. Or, ce petit beignet ressemble fortement à un produit déjà vendu par un stand argentin, même si Maude s'en défend. C'est sur une base qui est un peu la même, mais quand même, c'est pas la même chose. La pâte n'est pas la même en fait. S'il y a quelqu'un qui a l'exclusivité de l'empanadas, on ne peut pas faire ce genre de produit. L'objectif, c'est que vous puissiez dégager de la marge dessus, donc pas avoir 5 concurrents à côté dans la même rue qui viennent vous paupériser votre business model. Et la règle de non-concurrence s'applique aussi à certaines boissons. Vous me disiez que vous escomptiez faire un chiffre en gros de quasiment 200 000 € sur la partie bar, c'est inenvisageable. Le bar à cocktail, il a l'exclusivité des bars à cocktail, donc en gros, ceux qui font du solide ont le droit de faire 3 cocktails, mais ils peuvent pas en faire 10. Une fois passées ces mises en garde... Déjà, par rapport à ce que je vois là, moi, j'ai pas de problème, c'est déjà OK pour accepter votre candidature. Si les deux amis arrivent à boucler leur financement, ils pourraient ouvrir leur stand à la rentrée. Avec une cuisine moins exotique, un autre candidat a décroché, il y a quelques mois, son sésame. Changement de vie et pari risqué. Allez, on fait un petit déj. Denis Garcia, aussi sétois que Brassens, a été chauffeur de taxi pendant 12 ans. Avec sa femme, ils ont eu jusqu'à 4 employés, spécialisés dans le transport de malades entre Sète et Montpellier. C'est le souvenir, on va dire, le côté sentimental, parce que ça a été ma toute première licence que j'ai achetée, donc c'est le seul que j'ai gardé. Voilà, c'est le petit bout de lumineux que j'ai gardé. C'était une chouette vie, mais il y a eu un moment où on s'est dit on a envie d'autre chose. Ouais, trop d'attaches aussi avec des patients, trop d'attaches avec des clients. Et malheureusement, quand on fait beaucoup de médical, alors tout le monde n'est pas gravement malade, mais malheureusement, c'est dur. On a fait une petite pause, on a dit, bon, ben, pourquoi pas rebondir dans quelque chose. Au début, on n'avait pas forcément d'idée. Après, moi, j'ai toujours aimé le côté, on va dire, restauration, recevoir du monde, etc. Il faut profiter, il faut oser, il faut tenter. Et puis, après, il faut provoquer un petit peu la chance. Denis a entraîné sa femme et ses 2 enfants dans l'aventure. Il a investi une partie de la vente de son entreprise, 60 000 €, et en a emprunté 110 000. Voici leur stand, Angelo, où Denis joue à fond la carte locale. Leur tenue, comme la décoration, est inspirée du sport sétois, les joutes. C'est même pas votre joute, hein? Qu'est-ce qu'il y a eu dessus? Ah, ben la lance, hein. La lance, elle vient se loger là-dedans, et voilà, pour jeter son adversaire. Denis a été jouteur pendant 8 ans. Et là, le poulpe, on l'a fait cuire hier. Et après, il finira de cuire directement dans la sauce. Ils ont choisi de préparer l'icône sétoise, la tielle. Une spécialité à base de poulpe pêché en Méditerranée. Pour être rentable, Denis doit réaliser 650 € de vente par jour. Il n'en fait que 400 aujourd'hui. L'été sera crucial. C'est la période haute, il faut qu'on passe par. Si on passe à travers, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je ne veux pas penser au pire, mais ça va être très très compliqué. Il faut que cet été, ça marche. Mais voilà, moi je suis optimiste. On fait du local, on fait du frais, et ça commence à se voir, ça commence à se sentir. C'est la cuisine du cœur, c'est la cuisine du plaisir et du partage, et puis un aval à bleu, quoi. Il faut y aller, quoi. Vas-y, on continue. Attends, Hugo, prends toute la pâte là-bas, parce que là vous vous étalez. Voilà. On commence à mettre de l'huile sur chaque face, et après on sale avant de mettre au four. Pour la saison, Denis et Capucine ont embauché leurs 2 enfants. Hugo étudie dans un lycée hôtelier. Mais pour l'instant, il suit surtout les ordres de papa.
Dès que ça sonne, que toi tu mets ça, tu rangeras, tu nettoies la planche à découper les couteaux. L'huile, tu peux l'avoir rangée là-bas. Avant de pouvoir ouvrir, Denis n'a reçu qu'une formation sur l'hygiène et la traçabilité des produits. C'est pas très compliqué en fait. Non. C'est pour ça que vous le faites. Exactement. Je ne me considère pas comme un restaurateur. Je ne peux pas me comparer par exemple aux collègues du Bouchon Lyonnais où c'est des gens qui ont fait des études et qui savent parler cuisine. Tu ne me mets pas de partout, tu essaies de me le centrer au milieu. Parce qu'après moi, il faut que je vienne coller la deuxième pâte sur l'autre. D'accord? Un poil plus et c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà. Les premières, c'était des croûtons. La pâte, c'était une brique. Hein. C'était impressionnant. Ah, c'était mangeable. Depuis un mois qu'il a ouvert, ils ont bien gonflé. Denis s'est bien amélioré. Reste à attirer le chaland. T'as mis l'aïoli dans les pots? Les clients tardent à venir. Alors Denis s'est décidé à prendre conseil chez son voisin. Salut. Clément, l'expert qui tient le Bouchon Lyonnais. Ah, ça se va bien? Bah ça va, écoute, un petit peu de monde sur la terrasse, c'est cool. Toi, t'as fait un bon midi? Ouais, c'est tranquille à part. T'as mis un petit peu ce que je t'avais dit sur les écrans, des trucs un petit peu plus colorés, essayer de faire un petit peu... Qu'est-ce que ça va? Moi, c'est ce que je fais en général, même pendant le service, je cuisine un petit peu. Ouais. Ça fait des petites odeurs, ça attire les clients. Ouais. Pendant le service, par exemple, je fais des sauces, je fais des cuissons, et en général, forcément, les odeurs, ça attire les gens, c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est pour ça que quand, par exemple, je sors un pâté brut du feu, je les laisse refroidir sur le comptoir. Tout le monde s'arrête, wow, en plus c'est joli, un petit sourire, un petit message. Vous voulez le goûter? Oui, allez, c'est parti. Une tranche, et voilà. Bonjour, messieurs, dames. CQFD, les premiers passants s'arrêtent illico. Allez, ça marche. Vous voulez une tranche ou deux tranches? En dégustation? Ouais, on va prendre ça l'apéro. Ah ben bien sûr, on apprend. Hein. On apprend. Voilà. Et il y a les deux moules. D'accord. Je vous laisse faire un aller-retour? J'emmène déjà ça. Voilà. Et je reviens chercher les moules. Denis apprend vite. Il a mis ses tiels en vitrine. Et c'est plutôt efficace. C'est laquelle? Alors, la tienne, c'est celle du milieu. Ok, bah c'est la spécialité ici. De 7, oui. C'est ça. Parfait. 9 €. Et voilà, bon appétit et bonne soirée. Les tiels de Denis ont conquis Sarah, parisienne en vacances. Mais on sent bien le poulpe. Vraiment très très bon. Faut que tu goûtes le tiel. Alors c'est comment? Délicieux, on sent vraiment le goût de la mer. Le goût de la mer. Ah oui, non, c'est vrai. Meilleur que celle que j'ai mangée à 7. Bon appétit, bonne soirée. Dans les Halles du Lez, à côté des petits artisans, il y a quelques mastodontes à la stratégie bien rodée, comme le Muchacha, le plus gros restaurant du rooftop. Messieurs, dames, bonsoir. Les muchachos et muchachas. Alors ce soir, samedi soir, 320 reza, donc ça reste bien. Il pleut ce soir, donc ça risque d'être très rempli à l'intérieur. Donc soyez prêts, soyez chauds. N'oubliez pas notre identité, bienveillance, sourire. Et voilà, ça va bien se passer. Ok? Ça marche les gars? Ça va Mika? Ici, on change de dimension. John, le manager, gère 350 mètres carrés, 35 salariés et 700 clients par soir le week-end. En salle, comme en cuisine, l'organisation est millimétrée. Tout est pesé, grammé pour que le goût reste le même et que nos marges soient respectées aussi au niveau des prix. On va les vendre par 3 pièces, on va les vendre 9 €, ils vont nous coûter 1,12 €. Donc je vais les cuire en avance et le soir j'ai juste à les passer pour réchauffer. Ce soir, le chef espère vendre 500 tapas. Mais la pluie va-t-elle tout gâcher? Il est 21h15, première averse. Faudra me repasser un petit coup sur les tables, s'il vous plaît, un petit coup de lavette pour toutes les gouttes. Merci beaucoup. Ça arrête de pleuvoir, ça reprend. Donc on s'adapte, on dédresse, on redresse. Financièrement, la pluie, ça peut te faire perdre combien de chiffre d'affaires? En vrai, je pense aux alentours peut-être des 15%, peut-être, un truc comme ça. Hop. On est prêt à même à déplacer des tables, à les mettre à l'intérieur. On fait vraiment le maximum. Consigne à tous. Du coup, on va remettre tous les coussins à leur place, tant pis s'ils prennent l'eau, ok? Alors attention, tout le monde. Il y a encore des gouttes, hein? Ouais, Finalement, la pluie finit par se calmer. À 22h30, j'ai 19 personnes qui arrivent. Et à 23h, j'ai 30 personnes qui arrivent. Ce soir-là, toutes les tapas seront vendues. Croquettes fromage, hot dog, ceviche, le poulpe, là le poulpe.
Les food courts comptent bien faire danser tout l'été. Il s'en est ouvert en France une dizaine l'an dernier.